brightest day In blackest night, no Determined to beat you at this game. my sight. Let those who worship evil hide. Beware my power. green lantern. Listen. My hopes and dreams travel with you. Listen to come aboard. Bien le bonjour les Inxéros, aujourd'hui il me restait à traiter le troisième larron de la Trinité dans cette nouvelle gamme absolue, à savoir Batman, ici scénarisé par Scott Snyder, co-scénarisé par Nick Dracota qui d'ailleurs est au dessin également. Absolute Batman tome 1, le zoo, sorti chez Urban Comics en même temps que ses compères en mai 2025, dans un format un peu plus généreux que pour les deux autres, puisqu'ici on a 40 pages de plus étant donné qu'on est allé chercher une 6e issue, là où sur Superman et Wonder Woman on est à 5 épisodes. Donc là il y en a 6, je pense que l'idée c'était vraiment de compléter, de terminer en fait le premier arc scénaristique, de le boucler. Donc du coup ça coûte 20 balles et non pas 18,50 comme c'était le cas sur Superman et Wonder Woman. Voilà. Je pense que cet Absolute Batman c'est celui qui va le plus être décrié, le plus divisé. Je rappelle que le parti pris de cet univers absolu, c'est de proposer du Elseworld, donc de prendre d'énormes libertés avec vis-à-vis en fait des versions classiques des personnages, de conserver l'essence des personnages. On reste sur des super-héros, des justiciers qui sont du bon côté. Batman ne tue pas, Superman non plus. Il a toujours ses valeurs qui lui sont propres. C'est juste qu'elles lui ont été enseignées différemment. Pareil pour Wonder Woman, elle vient d'un autre milieu, mais au fond d'elle, ça reste la Diana qu'on suit généralement. C'est le but en fait, quoi. C'est de bouleverser tout le cheminement traditionnel que connaissent ces personnages dans des versions plus classiques, de venir un petit peu apporter quelques aspérités, voire même quelques grosses modifications, des bouleversements, quoi, clairement, par rapport à leur parcours initiatique, par exemple. Et Scott Snyder, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais moi, ça m'a vraiment parlé. Et des 3 absolutes que j'ai pu lire jusqu'à présent, Absolute Batman est mon préféré. Je trouve qu'il surclasse les autres, mais de très très loin, quoi. Il les survole, mais de très très haut. C'est excellent. C'est une lecture effrénée. Il y a un rythme de malade mental. Les petits gars, il y a de l'action tout le temps. Ça n'arrête pas. On est pris dans l'atmosphère générale de Gotham. On est avec ce Batman qui se démène. Et ça envoie du stéco, ce bordel de merde. Ça casse des mâchoires. À bien des égards, ce Batman m'a rappelé celui que j'aime beaucoup de Frank Miller dans Dark Knight Returns. Ultra brutal, ultra massif, si on peut le voir. Qui apporte une réponse concrète aux fils de pute qui gangrènent la ville, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de la racaille qui fout la merde. Et à un moment donné, il ne faut pas leur envoyer le Parti Socialiste. Tu vois, faut leur envoyer des mecs comme ça avec des pics sur les épaulières qui viennent vraiment leur péter la gueule, quoi. Voilà. Pour ne pas trop en révéler, ce que je peux vous dire, c'est que ce Bruce Wayne, en fait, il a une origine story quelque peu différente, forcément, c'est le but. Il n'a pas perdu ses 2 parents, mais il a quand même connu le deuil quand il était très jeune. Il a été élevé par un papa enseignant et une maman qui travaillait dans le social. Donc tu vois, au niveau des grilles salariales, on est en dessous du couple de chirurgiens, quoi, si tu veux. Donc du coup, une éducation très modeste dans un quartier malfamé de Gotham City, à savoir Park Row, le même quartier qui abrite cette fameuse ruelle, la Crime Alley, quoi. Donc voilà, c'est un Bruce Wayne du bas peuple, c'est un Bruce Wayne d'un milieu défavorisé, qui n'a pas le sou et qui va devoir construire son image de Batman sans tout cet aspect financier, à la force de ses poings et à la sueur de son front, et grâce notamment à sa matière grise. Parce que ce jeune Bruce Wayne, là, dont on nous montre évidemment quelques bribes, quelques séquences de quand il était enfant, de son parcours scolaire, etc., ce qu'on comprend de lui, c'est que c'est un enfant extrêmement démerde. Voilà, mais vraiment, c'est-à-dire que il est extrêmement futé le moment. Et moi, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait un scénariste qui porte ses couilles et qui m'écrive noir sur blanc que de toute manière, Bruce Wayne, c'est un méta-humain. Qui a des facultés intellectuelles surdéveloppées, enfin qui a un cerveau surdéveloppé par rapport à la moyenne, et puis des capacités physiques hors normes aussi, qui surpassent celles d'un être humain classique. Moi, j'ai envie à un moment donné, là on est sur un Elseworld, pourquoi pas, tu vois, j'aurais voulu que Scott Snyder m'écrive noir sur blanc que ce Bruce Wayne, effectivement, c'est un méta-humain. Point final. Parce que j'ai beaucoup de mal avec l'explication de c'est juste un humain qui s'est entraîné. Non, non, non. Il maîtrise les sciences médico-légales, la physique, la chimie nucléaire, enfin physique, chimie nucléaire. Il maîtrise plusieurs langues vivantes, des langues anciennes également. Il sait parler kryptonien dans certaines versions.
Il connaît tout le code, comment on appelle ça, le code judiciaire, quoi. Toutes les procédures judiciaires, enfin, il est calé sur absolument tout, Batman. Capable de te faire une autopsie, il s'y connaît énormément en armes à feu, en balistique, en SVT, sciences de la vie et de la terre, en histoire géo. Il connaît parfaitement la moindre ruelle de sa ville, le moindre conduit, la moindre canalisation de chaque bâtiment de sa putain de Gotham City. Il connaît le parcours professionnel des gardes d'Arkham, de tous les flics qui travaillent pour le GCPD. Le mec, c'est une machine de guerre. Il maîtrise sur le bout des doigts une centaine d'arts martiaux, des techniques de survie, voilà, il sait faire des tacos, des nems, enfin il sait tout faire ce putain de Batman. Donc l'explication de c'est juste un humain qui est meilleur que les autres, non ta gueule, c'est un méta-humain, point final. Voilà, point final. Dites-le moi bordel de merde. Donc ce jeune Bruce Wayne, eh ben il a toutes ses facultés, il est complètement craqué. Voilà. Et puis quand il va être adolescent, après avoir connu donc cette première épreuve terrible dans sa vie, là où il va commencer à construire son image de Batman, eh bien il va se former musculairement, enfin voilà, il va créer petit à petit le Batman, le costume et tout ce qui va avec. D'ailleurs, le fait que ce Batman n'ait pas le sou, ça rentre un petit peu en incohérence avec beaucoup d'éléments de l'histoire sur lesquels je ne pourrais revenir qu'en zone spoiler, les petits gars. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que ce Batman ne va pas laisser indifférent de par la violence qu'il emploie, la brutalité en fait dont il fait preuve au cours de ses affrontements, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à trancher des mains, mais il ne tue pas. Donc moi, ça ne me dérange pas. Vous savez, moi j'ai joué au jeu Batman Arkham, et bon, dans le jeu vidéo, en fait, quand tu fais fusionner la tronche d'un bonhomme avec un compteur électrique, bon, ça fait des paillettes, ça fait des étincelles, t'imagines bien qu'il ne sera pas aussi beau gosse qu'il était au moment où il va ressortir en fait. Tu vois. Au moment où il va ressortir du compteur électrique, ça va être compliqué pour lui d'aller choper un 06 dans une boîte de nuit. Voilà. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que il est avéré que de toute manière, quand tu ressors d'un affrontement contre Batman, il te manque des chicots. Et que tu vas à l'hosto et que tu as intérêt à te prendre un bon forfait pour une trentaine de jours parce que tu n'es pas prêt de ressortir. Tu vois. Donc là, on me le montre. Voilà. Là, c'est pas hypocrite, on ne prend pas des pincettes, on montre que... Bam, allez, hop, suivant. Ah, je peux vous montrer 2-3 séquences. Hein. En plus de ça, vous avez vu l'aspect massif qu'il a. Il est cubique, le gars. Il a des avant-bras, ça fait 2 fois mes cuisses. Quoi. Voilà, par exemple. Et ça me dérange d'autant moins que on insiste vraiment sur le fait que cette Gotham City, elle est pourrie, quoi. Pour te résumer un petit peu le scénario, il y a un gang dont j'ai bouffé le nom parce que c'est très spécial. Le gang des... Ah, il a un nom à la con. Je le retiens jamais. Le gang des bêtes de soirée, en fait. C'est des gugus qui sont pas forcément des méta-humains, juste des tocards, en fait, de la racaille, qui sort la nuit dans les rues de Gotham pour foutre un maximum de bordel. Tu vois, ça débarque dans des salles de ciné ou dans des salles de conférence et ça tire à vue sur tout ce qui bouge, quoi. Avec de l'arme automatique. Ah, t'es pas à l'abri quand tu vas voir le film Superman avec ton gamin d'avoir cette bande de fils de pute qui rentrent dans la salle pour tout mitrailler avec des masques sur la tronche. Voilà. Donc ça c'est le gang qui sévit dans Gotham et on apprendra au cours de l'aventure évidemment qui est à la tête de ce gang. Et donc il faut une réponse franche, c'est ce que je disais en fait. À un moment donné il faut y aller, quoi. Voilà. Faut pas y aller avec des aménagements de peine ou ce genre de foutaise. Non, faut péter des gueules définitivement et qu'ils reviennent pas, les gars. Un petit mot sur l'esthétique de ce Batman qui rappelle une fois de plus celle du Batman très massif de Frank Miller dans TDKR, hein, voilà, avec même le bat symbole, le bat logo. Cette chauve-souris qui est gonflée à l'hélium, on dirait qu'elle est obèse. C'est une chauve-souris qui traînait dans les rues du centre-ville de Dijon et qui bouffait les frites là, du McDo qui sont par terre. Elle est obèse. Après voilà, c'est justifié dans le sens où c'est une plaque de métal protectrice. Donc plus elle est grande, mieux c'est. Ce qui est intéressant avec ce costume, c'est que il respecte l'esthétique de Batman, on n'est pas sur de la foutaise. Hein. Voilà, on reconnaît parfaitement Batman, c'est juste qu'il est... Voilà, il a un petit peu abusé des stéroïdes, le gars. Mais il est extrêmement fonctionnel. Tu vois, là par exemple, ces petites oreilles, là, il peut s'en servir comme un batarang. Et vous remarquerez qu'il n'a pas de cape. Mais plutôt comme un exosquelette qui vient dans le prolongement de ses avant-bras, recouvert de toile, qui lui permet de planer, de s'en servir comme d'un parachute, et puis avec au bout
des espèces de grandes serres en fait. Ça rappelle très clairement les pattes des chauves-souris, hein. Vous savez, voilà, les griffes qu'elles ont les chauves-souris au bout de leurs ailes, là ça rappelle ça quoi. Donc pour moi ça reste dans le délire d'une chauve-souris, on n'est pas dans leur sujet, donc c'est pour ça que je le valide à 100% ce costume. Et donc là je vous montre un petit peu les propriétés qu'il a ce nouveau costume. Vous voyez, je vous parlais de cet exosquelette qui peut étendre à volonté, il peut s'en servir comme d'un grappin, comme des chasses pour prendre un petit peu de hauteur. Il peut se suspendre comme ça, là, une corde à linge ou un réverbère, et épouser vraiment la forme, la dynamique d'une chauve-souris qui est en train de dormir. Enfin, moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce costume. C'est que oui, ça peut choquer qu'il n'ait pas de cape. Alors, dans l'esthétique, on pourrait quand même dire qu'il a une cape, même si tu as l'impression, quand elle est déployée, qu'elle est éclatée en 4 morceaux, ça fait des lambeaux. C'est pas vraiment une cape au sens où on pourrait l'entendre, vous voyez, c'est... Voilà. Mais il y a quand même cette idée de tissu qui vole au vent et qui rappelle grosso modo la cape. Donc ça ne me dérange pas. Et puis voilà, ben, c'est une chauve-souris quoi. Je veux dire, ça a des ailes de chaque côté, pas dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça ne me dérange pas. Pour moi le costume est parfaitement justifié. Et puis une fois de plus il est très fonctionnel. Donc tout peut être une arme sur ce costume. Tout peut être un gadget qui va être déterminant, s'avérer déterminant à un moment donné de l'histoire. Donc je kiffe. Oh mais regardez-moi cette cover les petits gars. Imaginez ce Batman là à côté de la Wonder Woman, même si j'ai pas aimé le bouquin, mais l'esthétique de la Wonder Woman je la trouve incroyable, avec son énorme épée là, son espadon à la Dark Souls là, c'est son épée de guts là. À côté de ce Batman, ah j'ai très hâte de voir leur réunion les petits gars, très très hâte. Donc voilà, le méchant est ultra charismatique, c'est un méchant qu'on connaît parfaitement dans le Batverse, mais qui généralement est relayé au second plan, qui n'est jamais vraiment très bien exploité, en tout cas pas à sa juste mesure, à sa juste valeur. Et là, ça fait du bien d'aller chercher ce méchant que je surkiffe. Donc oui, je signe. Loin des sempiternels Joker ou Double Face. Là, un petit peu d'originalité, même si je le répète, c'est un méchant qu'on connaît quand même de base, mais grave. Et puis je trouve que ça respecte la hiérarchie aussi, la hiérarchisation des méchants. Ça m'aurait fait chier que Batman affronte le Joker d'entrée de jeu. On commence par un mec de seconde zone, qui est quand même déjà ultra déterminé, très violent et putain de charismatique quoi. Au niveau des dessins, on a toujours des planches très encombrées, c'était déjà le cas sur Superman et également un reproche que j'avais fait sur Wonder Woman, et donc très peu de place pour la contemplation et la respiration, là où j'aurais bien aimé avoir des cartes postales de Themyscira ou de Krypton. Là, pour être franc avec vous, cet aspect un peu oppressant, étouffant, me dérange beaucoup moins parce qu'on est à Gotham. On n'est pas sur Krypton, on n'est pas à Themyscira, donc du coup, bah voilà, on est les uns sur les autres, quoi, tu vois. Et ça participe à l'ambiance un peu angoissante, un peu claustro, en fait, du bouquin. Et puis au niveau des dessins, bah écoutez, je vous laisserai admirer par vous-même, c'est magnifique, mais vous savez que moi, je ne suis pas le mieux placé pour parler des dessins, donc je préfère voilà, vous les montrer en démonstration. Maintenant, on part sur la partie spoiler, les petits gars. Donc, ce Batman, ce Bruce Wayne plutôt, quand il était gamin, en fait, il a vu son père mourir sous ses yeux lors d'une sortie scolaire. Ils étaient au zoo et son papa, eh ben, il est mort parce qu'il y a un taré qui a déboulé dans le truc avec une arme à la main et qui a fait feu. Bruce Wayne, il a réussi à se planquer, donc à survivre, évidemment. À noter que sa maman n'était pas sur place à ce moment-là, donc du coup, eh bien, ce Bruce Wayne, il conserve sa maman. Il n'y aura pas de séquence... You have to save Martha, alors je sais pas quoi, tu vois. Il n'y aura pas de ça en fait, parce que Martha, elle existe dans cet univers absolu de Batman. Elle est encore là. Elle fait partie encore du monde des vivants. Donc ça, c'est une différence qui est assez importante, je trouve. L'autre différence importante que j'évoquais déjà dans la partie non-spoiler, c'est le fait que ce Batman, eh ben, il n'a pas de pognon. Et ça, je dis oui, parce que moi, j'adore Batman quand il repose essentiellement sur ses skills. Généralement, il y a deux types de Batman. Il y a le Batman de Batman Begins, par exemple, qui se construit petit à petit. Il en est à ses débuts. Il est encore dans la force de l'âge, en fait, si vous voulez. Donc, il a encore cette fraîcheur propre à la jeunesse. Il sort tout juste de ses entraînements. Il est ultra déter. Là, c'est un Batman que tu dois me montrer, surtout dans le combat. C'est un Batman de terrain, en fait. Il a un petit peu de technologie, mais ça se résume à son grappin, sa cape pour planer et puis des batarangs. Voilà, c'est tout. Les véhicules, pour moi, ça doit venir après.
parce que plus il va vieillir, forcément, plus il va avoir besoin d'être assisté technologiquement parlant. Donc là, il va faire appel à une moto, à une voiture, à des Batplanes, etc. etc. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la trilogie de Nolan. Hein. Moi, j'avais bien aimé cette escalade, finalement, qu'on voit à travers les films. Il commence quasiment sans rien. Alors, il a quand même le tumbler au départ, mais le tumbler qu'il a dans Batman Begins, ça se transforme en truc volant à la fin, pour couvrir des distances, des longues distances plus rapidement, pour être plus efficace, parce que lui, de l'autre côté, il vieillit en fait. Donc son corps suit de moins en moins. Et donc, c'est pour cette raison que quand on est sur un Batman naissant, moins il aura de technologie, plus il me plaira ce Batman. Et d'autant plus que là, c'est justifié par le fait qu'il n'a pas de pognon. Donc il n'est pas censé me sortir une Batmobile de je sais pas d'où, il n'a pas de fric. Et malheureusement, Scott Snyder tombe dans le piège de faire du fanservice là où il n'y avait pas lieu de faire du fanservice. Et il va nous ressortir une Batmobile. Alors celle-ci est quelque peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir, mais ça reste une Batmobile qui ferait presque penser à celle de TDKR à la toute fin, là d'ailleurs, une espèce de gros tank immense là. Je vais essayer de vous la trouver. Mais moi j'ai eu du mal, c'est d'ailleurs pour moi le point noir de ce bouquin en fait. C'est la séquence de course-poursuite avec cette bagnole, parce qu'elle a rien à foutre là. Il n'est pas censé avoir cette technologie-là à ce moment-là. Déjà parce qu'il est en début de carrière, et de deux parce qu'il n'a pas de pognon. Donc à quel moment il construit ça dans sa cave, le gars, tu vois. Et ça m'a un petit peu dérangé, parce qu'en plus elle est énorme, quoi. Mais t'as vu l'engin? C'est-à-dire que Scott Snyder n'assume pas complètement le parti pris de départ, et ça c'est vraiment dommage. Il aurait fallu montrer ou alors une petite bagnole, quoi. Mais sans bagnole, ça aurait été encore mieux. Grappin, tyrolienne. Son nouveau système de déplacement aussi qui n'est pas suffisamment exploité, je trouve. Il y a quelque chose à faire avec ça. Montre-moi en plus. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi le point négatif, quoi. Quand je vous disais que ce titre était probablement celui qui allait le plus diviser, c'est parce que, on va pas se le cacher, hein, le Batverse, il y a un côté un peu sacré, que d'autres pans de l'univers d'ici n'ont pas. Si demain on fait une déconstruction de l'univers d'Aquaman, tout le monde s'en battra les couilles. Batman, il y a ce côté un peu sacré / intouchable que Wonder Woman n'a pas, par exemple. C'est pour cette raison que le Absolute Wonder Woman risque beaucoup moins de diviser qu'Absolute Batman. C'est pas bien grave finalement si Wonder Woman elle est élevée par Circe plutôt que par Hippolyte. Voilà. Là, attention les petits gars. Il y a des gens qui vont pas kiffer ce qu'ils vont lire là. Ils vont pas comprendre où ils sont. Quand tu vois ce que Scott Snyder fait d'Alfred Pennyworth, bien qu'il surfe un peu sur la tendance Geoff Jones Earth One avec cet Alfred de terrain une fois de plus, ancien agent des forces spéciales de la CIA ou je sais pas quoi, tu vois que c'est pas juste un majordome qui t'apporte le thé et les cookies, quoi. Il y a un peu ce côté-là, mais poussé à l'extrême. Cet Alfred est encore plus déter que celui de Geoff Jones, tu vois. Mais là où je pense que ça va le plus jaser, c'est quand tu vois ce qu'il a fait de personnages comme Edward Ashton, Harvey Dent ou Oswald Cobblepot. Même si on est dans la partie spoiler, je vous laisserai quand même le découvrir. Une fois de plus, moi, ça ne me choque pas, parce que la manière dont on me les présente ici, ces trois personnages, qui vont devenir respectivement l'homme mystère, j'avais dit quoi, Harvey Dent, donc double face, et le pingouin, la manière dont on me les présente là, ça n'empêche pas de les voir se transformer en leur pendant maléfique plus tard, tu vois. Justement, là, on va avoir un développement complet, en tout cas, je l'espère, les concernant. On va les voir petit à petit passer du côté obscur et se forger eux aussi tout l'attirail de super vilain, toute cette imagerie qui va avec, quoi, tu vois, toute cette identité, quoi. Donc ça, j'ai très très hâte de voir ça. Je vous parlais dans la première partie du super vilain qui était super charismatique et donc tu ressentais vraiment toute la dangerosité, quoi. Et moi j'ai adoré son discours de fin que je ne vais pas vous spoiler, c'est juste qu'il y a des petites répliques comme ça qui m'ont parlé particulièrement. Vous le bas peuple, vous les prolos, vous n'allez pas tarder à devoir recycler votre propre PQ pendant que les politiciens et les milliardaires qui vous font la morale à longueur de temps continueront à parcourir le ciel à travers des avions ultra polluants. Voilà, ça j'adore, ça me parle. Donc comme vous l'aurez compris, cet Absolute Batman tome 1 m'a donné clairement le Batman que j'ai envie de lire, quoi. Je suis pas très exigeant moi en fait sur Batman. Moi ce que je veux c'est une Gotham qui est plongée dans le chaos, dans l'anarchie, dans une criminalité galopante, qu'on ressente le désespoir de ses habitants et toute l'importance d'avoir ce Batman qui émerge et qui pète des mâchoires en fait pour remettre des pendules à l'heure. Voilà, c'est ça que m'a offert Scott Snyder.
dans une version complètement décomplexée de Batman, certes, mais en soi, c'est ça que j'ai envie de dire quand je dis Batman, quoi. Donc, évidemment que je vous le conseille, les petits gars, d'autant plus que au sein de l'univers Absolute, on va avoir, je pense, un développement du Batverse, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait déjà un projet Absolute Catwoman qui avait été teasé. On a déjà eu des visuels avec une Catwoman qui arbore un masque qui rappellerait presque celui de Mysterio, une espèce de globe miroir, quoi. Très étrange pour le personnage de Catwoman, mais je pense avoir compris, comment dire, la signification de ce masque, en fait. Je pense qu'on a des éléments de réponse dans Absolute Batman qui vont expliquer pourquoi cette Catwoman, elle a un physique aussi particulier. Donc j'ai très hâte, d'autant plus que Selina Kyle, ça fait partie des personnages qu'on nous présente ici, à travers des petites bribes, des petits souvenirs, des flashbacks où on voit Bruce et elle quand ils étaient enfants. C'est une gamine qui passe de famille d'accueil en famille d'accueil, de foyer en foyer. Tu comprends qu'elle est complètement déboussolée, qu'elle est instable, cette petite, qu'elle est malheureuse aussi. Et la seule chaleur et le seul réconfort qu'elle parvient à trouver, c'est un petit peu auprès de Bruce, qui a aussi ce côté orphelin, même s'il n'est pas complètement orphelin à ce moment-là. Mais elle se retrouve un peu en lui, mais surtout aussi auprès des chats de gouttière, des chats errants de Gotham qu'elle retrouve généralement sur les toits la nuit. Et voilà, tu vois, rien que dans l'iconographie là, cette petite gamine qui donne à manger aux chats, et putain voilà, c'est la Catwoman que j'ai envie de suivre. Donc j'ai grave hâte d'avoir le Absolute Catwoman, et je vais courir Day One acheter le bouquin, quoi. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis normalement cette vidéo va sortir aujourd'hui même. Et donc ce soir, on va se faire un petit live avec le copain Bunny pour parler des 3 premiers tomes Absolute. Parce que moi, j'ai pas encore lu ce qui se faisait en VO sur les autres persos. Donc on va déjà se contenter de parler de la Trinité. Il y a déjà pas mal de choses à dire. Voilà. Allez, ciao les uns.